Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. La revue de la presse israélienne de ce matin avec tous les quotidiens israéliens, l'ensemble des médias qui se penchent ce matin encore sur cette tension qui grimpe, qui ne cesse de grimper le long de la frontière israélo-syrienne après les tirs d'une dizaine de roquettes en direction du territoire israélien pendant la journée de Shabbat. Eh bien, on a constaté hier encore des tirs syriens qui n'ont causé fort heureusement ni blessés ni dégâts. Et en représailles, Tsahal a bombardé et a tiré sur des canons d'artillerie de l'armée syrienne pro-Assad et sur un camion de munitions syrien. Face à cette tension, Tsahal a demandé aux agriculteurs israéliens du plateau du Golan de ne pas travailler leurs champs dans la région de Kounetra, qui est donc située à la frontière israélo-syrienne et en contrebas du mont Bental. Mais les axes routiers de cette région, c'est-à-dire de l'est du Golan, sont restés ouverts. Côté israélien, on répète que on n'est pas partie prenante dans le conflit en Syrie et l'on repousse les menaces de dégradation qui proviennent des autorités syriennes. Si donc la tension devait se prolonger, Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, a affirmé hier qu'Israël ne tolérera pas la moindre violation de son territoire. Le correspondant politique de Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne, Amir Bar Shalom, a révélé hier que le chef du Mossad, Yossi Cohen, avait mis en garde récemment contre le fait que l'Iran était en train de former, je cite, un Hezbollah bis à proximité de la frontière entre Israël et la Syrie, et ce sans la moindre réaction de la part de la communauté internationale. Pour l'heure, cette force n'est pas sur la frontière israélo-syrienne, mais elle n'en est pas loin, a affirmé Amir Bar Shalom en reprenant les propos donc du chef du Mossad israélien. Et puis en marge, le Haaretz et le Israël Hayom annoncent ce matin, tous les deux en manchette, que la construction de la nouvelle clôture de sécurité ou barrière de sécurité qui fera office de frontière entre Israël et le Liban doit débuter la semaine prochaine. Et au sein de Tsahal, on redoute un regain de tension également le long de cette frontière à l'occasion du début de ces travaux. Nous en avons déjà parlé, nous allons en parler également dans les prochaines minutes. Le gouvernement israélien a pris hier 2 décisions capitales dans le domaine de la religion et de l'État, et tous les quotidiens israéliens en parlent ce matin sans exception, et ils les mentionnent même en première page de leur édition. Bien entendu, les sites d'information également en parlent, y compris les sites d'information orthodoxes. La première décision du gouvernement, celle de suspendre l'accord dit du Kotel qui permettait aux membres du judaïsme réformé conservatif non orthodoxe de prier ensemble, hommes et femmes, sur une seconde esplanade, l'esplanade d'Israël, plus aussi de l'esplanade traditionnelle, qui resterait donc sous le contrôle du grand rabbinat d'Israël orthodoxe. La seconde décision a été de valider la loi sur les conversions, une loi qui permet au grand rabbinat d'Israël de conserver le contrôle exclusif du dossier des conversions en Israël et contourne ainsi une décision de la Cour suprême. La première décision, celle de la suspension de l'arrangement du Kotel, est celle qui suscite pour l'heure le plus de réactions, et en priorité une réaction de colère et de déception de la part des 2 courants dominants du judaïsme américain que sont les réformistes et les conservatives. Pour le Yediot Aharonot, il s'agit là incontestablement de 2 victoires pour le monde orthodoxe. L'arrangement du Kotel qui avait été conclu il y a 1 an et demi stipulait que les 2 mouvements pourraient prier hommes et femmes devant le Kotel. Dans un premier temps, le grand rabbinat, en la personne du grand rabbin du Kotel, Shmuel Rabinovitch, l'avait validé, et ce parce qu'il permettait aux orthodoxes de conserver le contrôle exclusif de l'esplanade traditionnelle du Kotel. Mais depuis, les pressions se sont multipliées au sein du monde orthodoxe, et les partis orthodoxes au sein de la coalition gouvernementale ont donc réussi à faire plier le Premier ministre et à le persuader de suspendre cet arrangement. Les 2 seuls ministres qui ont voté contre la suspension ont été Avigdor Lieberman et Yuval Steinitz. Ce dernier a affirmé que cette décision risquait de provoquer une fracture avec le judaïsme américain. Et effectivement, donc, comme je vous le disais, après l'annonce de cette décision, eh bien, les responsables du mouvement Massorati et réformiste qui se trouvent actuellement en Israël dans le cadre du conseil d'administration de l'agence juive ont décidé d'annuler le dîner qu'ils devaient avoir avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, en dépit du fait que dans un premier temps, ils avaient envisagé de le rencontrer pour lui faire partager avec le Premier ministre leurs critiques et leurs doléances. Parallèlement, les chefs des formations orthodoxes ont fêté leur victoire. La suspension de l'arrangement du Kotel vient confirmer que le judaïsme réformé n'aura pas la possibilité de s'implanter devant le mur occidental, a affirmé visiblement très satisfait le ministre israélien de la Santé publique et leader du judaïsme de la Torah, Yaakov Litzman. Pour lui, le maintien du
du statu quo et le reflet de la volonté du peuple en Israël. Shlomo Pietrokowski, l'un des analystes du Yediot Aharonot, commente ce matin ces décisions en affirmant qu'il ne faut pas oublier le rôle déterminant que peut jouer dans ces deux affaires la Cour suprême. Dans les deux cas, ce sont les juges qui trancheront, écrit-il, et ceux qui conduisent les juges à trancher ainsi, eh bien, ce sont les élus politiques et le gouvernement qui fait montre de négligence dans ces deux dossiers. Quant à Amichai Attali, toujours dans le Yediot Aharonot, il affirme que la démarche de Binyamin Netanyahou met le feu, je le cite, à la solidarité entre le judaïsme de diaspora et Israël. Que se passera-t-il lorsque Binyamin Netanyahou viendra demander l'aide du judaïsme américain afin qu'il intervienne en faveur d'Israël auprès de la Maison-Blanche ou d'autres autorités américaines, écrit-il. Le judaïsme de diaspora est notre force de réserve pour l'Aliyah, pour le soutien financier, pour le lobby politique. Agir comme cela, comme l'a fait Binyamin Netanyahou, c'est lui cracher à la figure, écrit ce matin Amichai Attali. Rémi Chalev dans le Haaretz écrit que Binyamin Netanyahou a, je cite, planté un poignard dans le dos des réformistes et l'a bien enfoncé. Et dans le Israël Hayom, Yehuda Schlesinger rappelle que ces deux décisions ne sont pas définitives et lui aussi affirme qu'elles pourraient être rejetées par la Cour suprême. Il appelle les deux partis orthodoxes et réformistes à ne pas exagérer l'importance de ces deux décisions. Et puis, comme je vous le disais, dans les sites d'information orthodoxes tels que le Bechadrei Hadarim et Kikar Shabbat, les éditorialistes se félicitent de ces deux décisions et les considèrent comme une victoire historique du monde orthodoxe sur les réformistes. Dans un autre dossier, le Haaretz consacre l'un de ses éditoriaux ce matin à l'événement politique et diplomatique de ce début d'été, la visite historique du Premier ministre indien en Israël la semaine prochaine. Et le journal appelle les Israéliens à sortir de leur torpeur estivale pour accueillir comme il se doit le Premier ministre le plus important du monde, Narendra Modi, qui arrive en Israël donc le 4 juillet. Modi, écrit le Haaretz, c'est le chef d'un État qui compte 1 milliard d'habitants, qui connaît une croissance sans précédent. Il est à la tête de la troisième économie au monde après les États-Unis et la Chine. Et pour le Haaretz, sa visite en Israël est d'une importance politique et diplomatique et sécuritaire sans précédent pour l'État d'Israël. Le Haaretz souligne même que cette visite va au-delà au niveau de son importance de la visite effectuée par Donald Trump il y a quelques semaines en Israël. Les journaux annoncent que le BDS continue à causer des dégâts à l'image d'Israël. C'est en particulier le site Ynet qui le mentionne ce matin. En effet, 60 artistes de 25 pays différents participent à la 3e biennale de Sarnin en Galilée qui doit s'ouvrir cette semaine. Mais hier, on a appris que 5 artistes d'origine musulmane qui participaient à cette biennale ont demandé de retirer leurs œuvres de l'exposition et ils ont avoué qu'ils avaient pris cette décision sous la pression du BDS. Nous agissons aussi en solidarité avec le peuple palestinien, ont affirmé ces artistes. Le Ynet souligne que ces artistes qui participent à la biennale de Sarnin, parmi ces artistes, il y en a plusieurs qui viennent de pays arabes n'ayant pas de relations diplomatiques avec Israël, comme le Koweït, l'Algérie ou encore le Maroc. Le monde à l'envers, on parlait tout à l'heure de l'Inde, maintenant on parle de la Chine. Les Israéliens pourraient vendre des portables aux Chinois. C'est le titre de l'article que le site Ynet consacre à l'exposition internationale du portable qui se tient cette semaine à Shanghai. Une exposition qui est considérée comme la plus importante au monde dans ce domaine et qui concerne chacun d'entre nous, qui est donc la plus importante du monde avec celle de Barcelone. Dans ce grand salon international du portable, on pourra en effet trouver 16 sociétés de high-tech israéliennes. Ilan Rosenberg, le directeur du département des mobiles au sein de l'Institut israélien de l'exportation, explique que ce secteur englobe de très nombreux domaines. Ainsi, la société israélienne Drop, qui veut vendre son produit, qui permet de déterminer quels contacts sont les plus fréquemment utilisés et quelles applications les plus fréquemment utilisées. Eh bien, le marché chinois est particulièrement impressionnant, expliquent les Israéliens, qui rappellent le chiffre incroyable de plus d'1 milliard d'abonnés des téléphones portables en Chine. Attention, si vous avez commandé vos prochaines vacances à l'étranger via l'agence israélienne de voyage Rofesh et Tnoufa, eh bien vous avez un problème. L'agence a fermé ses portes et donc toutes ces réservations sont annulées. Il s'agit essentiellement de vols charter vers l'étranger. Environ 3000 Israéliens sont concernés par cette faillite soudaine qui a été annoncée dans les journaux de ce matin.
Et puis, tous les médias, la presse israélienne mentionne la météorologie nationale qui nous rappelle que cette semaine sera caniculaire avec des températures particulièrement élevées. Donc, le site Ynet a décidé de voler au secours de ses lecteurs qui risquent de suffoquer en leur proposant une série d'attractions particulièrement mouillées, entre guillemets, à Jérusalem, et ce, pour compenser l'absence de mer ou de lac dans la capitale israélienne. Parmi ces attractions, le parc Teddy, du nom du maire mythique de la capitale, Teddy Kollek, qui se trouve face aux murailles près de la galerie marchande de Mamilla. Ce parc qui retrace la vie de Teddy Kollek compte en son sein une multiple fontaine de jets d'eau qui allient eau, lumière et couleurs. Et puis, pour terminer, le Israël Hayom nous fait partager une page d'histoire que le journal nous indique en effet que c'est la semaine prochaine que doit être vendu aux enchères un exemplaire rarissime de la prière spéciale, rédigée il y a 72 ans, en 1945, au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le grand rabbinat d'Israël pour marquer la victoire sur l'Allemagne nazie. Cette prière inclut également le Yizkor à la mémoire de tous les soldats juifs tombés au combat contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la maison qui porte le nom évocateur, nous en parlions tout à l'heure, de Yerushalayim Shel Zahav qui organise cette vente aux enchères, donc la semaine prochaine. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.